Bonjour Guy Alexandre. Bonjour. J'ai découvert Guy Alexandre en 2010. Ah oui, c'est vrai. Parce que j'étais un peu allé par hasard à un théâtre du côté de la Goutte d'Or. Et il présentait, c'était ça, c'était bien. Le fantôme du quai d'en face. Ouais. Donc moi je le connaissais d'abord en tant que comédien dramaturge. Et ensuite j'ai reçu Confession d'une sardine santé. Et il faut dire que, c'est vrai que je le connaissais d'avant, mais il faut dire que j'ai été vraiment agréablement surpris. Agréablement surpris, pourquoi ? Surpris pourquoi ? Pas parce que je doutais de lui, mais parce que je doute beaucoup de la nouvelle littérature congolaise d'une manière générale. Je doute beaucoup de cette littérature-là. Et je suis tombé sur un livre qui était dense, qui fourmillait de tout, mais vraiment de tout. Je lui donnerai la parole pour qu'il en parle beaucoup plus. Ce livre campe le personnage de Fabius Mortimer Bartosa. Comment le raconter ? Il faut vous mettre dans la tête d'un fou. D'accord ? Mortimer Bartosa on peut en voir beaucoup, un SDF dans Paris, qui parle à une poupée russe, qui est tout seul dans un coin, dans les rues, et qui parle à une poupée russe, qui se raconte. Et en fait, il se raconte, et l'histoire démarre par, il est dans une espèce de centre psychologique, où il est en face d'un écouteur, quelqu'un qui est là, à qui on étale sa vie. Et donc Bartosa raconter sa vie. Donc déjà, il y a beaucoup de jeux comme ça, de celui qui parle à la poupée, qui parle à celui qui écoute. Et ensuite, il y a beaucoup de jeux aussi il raconte le passé, dans le passé, et beaucoup d'imbrications. On est dans la tête d'un fou. Et dans la lecture, c'est assez fou. Quand on rentre dedans, on a du mal. Au départ, on se dit, mais où est-ce que je suis ? On est perdu. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'il me raconte ? Ok, c'est un SDF. On se rend compte qu'il parle de 76 morts. Apparemment, il a trucidé 73. 76. C'est 76. Il faut pas diminuer, papa. Oui, 76. Donc on se dit, mais il est poursuivi par 76 morts. Et il en parle tout le temps, il revient là-dessus. Et on se rend compte, il dit qu'il fête son 30e. Il est à la veille de son 30e anniversaire. Et on se rend compte que c'était un enfant soldat qui a trucidé un certain nombre de personnes lors de la guerre d'un pays imaginaire qui s'appelle le Gombo. Et qu'il s'est retrouvé SDF. Donc, il raconte, et on se rend compte que c'est quelqu'un dont l'âme est en train de payer quelque part son passé d'enfant soldat, parce qu'il est en train de revoir en permanence, il est poursuivi par les personnes, apparemment par le sang des personnes qu'il a tuées. Donc, tu vas nous en parler un peu plus de cette histoire-là, parce que c'est une histoire qui n'est pas écrite de façon linéaire, et je pense que c'est là qu'intervient le dramaturge, l'homme de théâtre, et qui fourmille de trouvailles en termes linguistiques, en termes de narration. Je vais juste lire un court extrait, et après, c'est un homme de théâtre, donc évidemment, si quelqu'un doit lire, c'est lui. Juste un court extrait. Regarder dans le canon d'une mitraillette, je ne te dis pas, chère petite, procure un effet déroutant, comme si tu scrutais le petit œil au beurre noir qui mène au monde des silences, au monde des coups et des douleurs, au monde d'où jamais on ne revient. Tu sens monter une honte glacée le long de ta colonne vertébrale, tu bandes tout de suite et débandes l'instant qui suit. Tu penses à ceux qui se font plomber chaque soir sur les rives de l'absurdité humaine, ceux qu'on enterre dans les tranchées de la haine et qu'on enferme pour des bricoles. Ce qui est extraordinaire dans ce livre, c'est ça aussi. C'est que la narration est superbe. C'est vrai qu'il y a des moments où on est perdu, parce qu'on ne sait pas en termes de temps, en termes dans quel temps on est. On ne sait pas qui parle, on n'est pas toujours très cohérent, mais c'est écrit, c'est superbement écrit. On a l'impression que c'est un texte qui est fait pour être dit. Je pense que c'est pour ça que c'est un homme de théâtre. On a envie de le dire à haute voix. Et moi, je voudrais que... je vais laisser... parce que c'est à toi de nous parler de Mortimer Bartosa. C'est déjà pas évident, en tout cas. Je vous remercie. Moi, c'est pas évident. Je vous remercie en tout cas de m'avoir reçu aujourd'hui. Et donc, ce que je disais, moi d'habitude, je suis sur une scène de théâtre,
j'ai mon texte dans la tête, je viens, je bombarde, et puis je m'en vais. Mais là, il faut parler de son propre livre. Exactement. En fait, c'est un exercice assez difficile, mais Parce quand même. On n'y arrive pas. Hein, ouais, donc, mais ce qui est vrai qu'on va essayer de trouver un compromis entre le lecteur que vous êtes et puis l'auteur que je suis, parce que quand j'ai écrit ça, j'ai pas pensé au lecteur, en fait. Je n'ai pas pensé jamais à un moment donné, je n'avais pensé que cette histoire-là pouvait être lue. En tout cas, au grand public. Parce qu'avant, c'était juste quelque chose, en fait, c'était comme des choses qui fourmillaient en moi, une parole qui était un petit peu laissée comme ça sur le bas-côté, et que personne ne prenait. Et je me suis senti à un moment donné, par rapport à ce qui s'est passé à Brazzaville, ce qui s'est passé un petit peu de façon générale en Afrique centrale, je pensais que ce sujet-là n'était pas pris en charge, n'était pas suffisamment investi. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils attendent, ces gens intelligents là, ces auteurs là? Et voilà, parce que à la limite, moi, je suis un artisan de la parole, je suis un artisan de la scène, donc je n'ai pas la même démarche que, par exemple, les spécialistes de la littérature, des gens qui savent très bien parler de tout ça. Et donc, je me suis dit, mais quand même, cette parole-là, elle mérite quand même d'être prise en charge, parce que c'est quand même dommage qu'il y ait un silence. Un petit peu étonnant de ce point-là. Et donc j'ai pris la parole, donc j'ai récupéré cette parole-là et j'ai inventé ce personnage, mais de mon point de vue, en partant du fait que j'ai créé un personnage d'abord. C'est-à-dire qu'au-delà de l'histoire, c'était déjà d'abord quelqu'un. Je connaissais pas. Déjà, c'est juste quand vous entrez dans le métro et que vous voyez que vous êtes touché par une personne, par une présence. Vous ne savez pas d'où il vient, ni où il va, ni comment ce qu'il mange, mais vous êtes simplement touché par ce qu'il représente. Juste peut-être par son regard, juste peut-être par, je sais pas, sa façon d'être, juste là, d'être assis. Et moi, c'est justement, Mortimer Barthezin, je l'ai d'abord vu, avant d'écrire sur lui. Dans le métro parisien. Dans le métro parisien, sous les ponts, même sur le trottoir, il y a tellement de gens qu'on voit qui ont tellement l'air perdu, mais qui sont tellement chargés de beaucoup de choses. Des gens, entre guillemets, qu'on dit, des immigrés, des gens venus d'ailleurs, des migrants, comme on dit aujourd'hui. Voilà. Mais c'est tellement, et ça boue à l'intérieur, mais c'est que personne ne veut l'écouter, parce que de toute façon, personne ne s'arrêtera pour l'écouter. Et donc, d'ailleurs, les personnages, personne ne veut l'écouter. Non, mais justement, personne. Donc vous vous êtes servi, mais c'est rudement intéressant, parce que vous êtes servi de ce personnage qu'on croise dans les rues pour lui donner la possibilité, malgré tout, de faire un réquisitoire, parce que c'est un réquisitoire contre l'absurdité de la guerre, et tout en utilisant vos propres données par la force des choses, puisque vous êtes congolais et que vous avez connu la guerre. Non, voilà, donc j'ai pris cette personne-là, ce personnage-là, mais c'est pas pour être publié, c'est pas pour devenir romancier, écrivain, parce que de toute façon, pour moi, la parole, elle existe que quand on l'écoute là, comme ça, vivement, et puis après, chacun emporte ce qu'il peut emporter. Enfin, la scène, quoi. Pour moi, c'est ce qui était intéressant. Et donc, c'est pour ça, justement, que ça ne ressemble peut-être pas, ça ne correspond pas, en tout cas, au canon esthétique du roman, comme on le voit. C'est plus une parole qui est crachée, qui est scandée, qui est dit, c'est un délire, mais c'est un délire verbal. On va dire, mais c'est comme je suis, parce que tel que je suis là, on peut parler pendant des heures et des heures. Très bien, c'est le but du jeu. Donc, évidemment... Mais parce que je n'ai pas de limite et je n'ai pas de cohérence, moi je l'avoue, je n'ai pas de cohérence dans ma tête. Je ne peux pas dire que, alors c'est chronométré. C'est hier que je suivais, là vous savez, j'ai fait une parenthèse là. Hier j'ai suivi une des interventions de Manuel Valls sur tous les plateaux télé. Il y en a au moins 5, 6, les radios, les machins. C'est toujours les mêmes éléments de langage. Moi j'ai dit, mais comment il fait lui? Il a parlé de machin, et à quelques secondes près, il dit la même chose sur tous les plateaux de télé. Je dis, mais putain, moi je peux pas faire ça. Parce que même que hier, ce que j'ai dit, je me rappelle plus.
voyez, donc c'est un petit peu ça. Donc du coup, c'est un petit peu pour répondre un peu, je sais pas. Mais Si c'est quand même de l'écriture et c'est quand même un roman et c'est quand même de la littérature. Hein. Même si vous ne voulez pas être écrivain, je suis désolée, c'est écrit d'une... Voilà, vous l'êtes. Hein. Désolée de vous l'apprendre. Du moment où je suis... Parce que après, on peut... Alors le contenu, c'est vrai qu'il faut... Ça part un peu dans tous les sens. Juste pour dire le contenu un peu. Mais c'est quand même de la littérature. Hein. Pour le contenu, donc le personnage, littéraire. Je vais essayer de... Comment dire, de linéariser un peu la narration, qui n'est pas du tout. Le personnage, donc, c'est un jeune qui habite au pays du Gombo et qui voit son père tué de façon extrêmement violente parce que c'est un peintre qui peint des choses que le pouvoir n'aime pas. On va dire un peintre engagé. Et donc, le fils subit ça comme une injustice, la manière dont son père est décédé. Mais vraiment une grande injustice. Et il n'est pas seul. Parce qu'on est dans un pays de toutes les injustices. D'autres comme lui voient leurs proches mourir de façon totalement injuste. Et il y a un moment quelqu'un qui vient leur murmurer dans l'oreille que ce sont des rebelles, qu'ils veulent changer le monde, ils veulent changer le pouvoir, et ils s'engouffrent dans cette poche-là, ça devient des rebelles, non pas par volonté de changer le pays, mais en fait c'est d'abord par volonté de vengeance, d'abord. C'est des gamins qui deviennent des rebelles, qui rentrent dans la violence simplement parce qu'ils ont un compte à régler, parce qu'il y a une injustice sur leur vie. Et malheureusement, ils mettent le pied dans un engrenage et ils ne pensaient pas aller aussi loin. Et ils se font entraîner dans un engrenage qui va de plus en plus loin, de plus en plus loin, de plus en plus loin. Et on a même l'impression parfois qu'il est spectateur de son propre... spectateur de jusqu'où il va. Il se voit aller de plus en plus loin, commettre des exactions de plus en plus, et il raconte comment il trucide, comment il tue des gens. Et à un moment, donc, toute cette parenthèse-là, il se retrouve en Europe. Il essaie d'avoir une vie. Et à chaque fois, évidemment, ce passé-là le poursuit. Il est tellement dérangé dans sa tête que justement, il veut s'exprimer. Ouais, mais c'est ça. Il veut sortir ça. C'est à ce moment-là, justement, enfin, l'histoire, elle est simple. Parce que, il n'arrive pas. Tel que vous l'expliquez, les gens, ils risquent de pas acheter le roman. Parce que faut pas raconter. Faut pas faire peur aux gens. En tout cas, c'est ça. L'histoire, elle est simple. C'est quelqu'un qui a fait la guerre, comme on dit au Congo, qui a tenu des armes. Voilà. Et qui a tué. Et tenir des armes, tu peux pas tenir une arme sans tuer, c'est pas possible. C'est une expression. Donc c'est une expression au Congo qui veut dire il a tenu les armes, donc il a tué. Donc c'est quelqu'un qui a tenu les armes dans sa jeunesse et c'est pas vraiment un enfant soldat, il est ado. Non, en tout cas, c'était donc à l'époque, c'était vraiment c'était l'enfant unique de ses parents. Et il a vu son père mourir, donc son père qui était peintre, son père mourir pour une bricole, pour une broutille. Et donc à l'époque, c'était donc son père donc assassiné sous ses yeux. Et il a gardé ces images atroces, ce sang qui coulait et tout ce deuil. Sa mère, elle est devenue folle et tout ça. Et donc tout ça, il a gardé. Et puis finalement, la guerre est venue. C'est une belle occasion, c'est une aubaine pour lui. Et il s'est engouffré là pour se venger, mais pour rechercher la personne qui avait tué son père. Parce qu'il avait besoin d'avoir une arme. Une arme, pour lui, c'était comme un passeport, comme quelque chose pour rentrer un petit peu dans la violence dans cet engrenage-là. Voilà. Donc voilà qu'il se retrouve embarqué dans la guerre. Sauf que ceux qui font la guerre, eh bien, ils vous donnent pas tout à fait toutes les raisons pour lesquelles ils font cette guerre-là. Et donc chacun, c'est comme on entre dans le métro. Chacun rentre pour ses propres raisons. Donc la guerre qui s'est passée donc dans ce pays-là qui est le Gombo, eh bien cette guerre-là, c'est une guerre. Évidemment, les gens se posent la question, mais en fait, ils se sont posé la question un jour, mais après, pourquoi on s'est battu en fait? Personne ne sait. Simplement. Chacun y allait, chacun a ses propres raisons d'y aller. Et donc, justement, la raison pour laquelle Barthosa Fabius Mortimer est allé à la guerre, donc est entré dans cette guerre-là, c'était pour retrouver le meurtrier de son père. Donc voilà. Et un jour, finalement, la guerre finit, et ça s'est très mal passé, parce qu'ils étaient miliciens, ils avaient été embrigadés par
un ancien militaire qui avait été un peu, comme on dit, jeté un petit peu de l'armée. Lui, il est là aussi parce que lui aussi, il avait sa propre guerre à faire. Et donc, parce qu'il a été expulsé. Du coup, donc leur milice est décimée, tout ça, par le président Yangona Yango, tout ça. Et donc le monsieur, voilà, le bonhomme qui se retrouve en France avec un faux passeport. Et donc il arrive, il réussit à venir en France. Et voilà commence, pour lui, il se dit, tiens, je vais changer de vie, enfin. C'est quelqu'un qui disait justement, je vais, contrairement au père de Francis Bébé. Voilà, que lui se sentait investi par une sorte de mission comme ça pour rendre. Non, lui, il avait personne ne l'attendait là-bas. Tout, c'est-à-dire que c'est ici qu'il a voulu comme on dit, muer, faire comme le serpent. Mais sauf que pendant des années, il a essayé de changer de peau, il n'a pas pu faire parce que tous ces gens qu'il a tués, et bien ces gens, tous les soirs, ils revenaient dans sa tête pour dire alors. Et donc il n'a pas eu le temps, même pas le temps, il n'a pas eu la possibilité. Et puis personne ne pourrait l'écouter aussi. Non, personne, parce que la preuve, quand il a à chaque fois qu'il essaie d'en parler, voilà. Il a été en couple, pendant que l'histoire se passe. Jeanne Foucault, les personnages féminins, exactement. Justement, oui. Il rencontre des femmes, il se met plus ou moins en couple, il essaie de vivre une vie normale. Josiane Foucault, parenthèse, elle n'est pas très sympathique, hein, parce qu'à chaque fois qu'il s'engueule, il se retrouve dehors. Oui, mais chaque fois qu'elle est un peu mal lunée, elle rentre et toi tu dehors, et puis il va dormir 2-3 jours dans le dehors, et après on lui dit bon écoute reviens. Chaque fois qu'elle est un peu énervée. C'est le commun des immigrants, et ça tu n'étais pas au courant, mon frère. Non, mais justement, pourquoi est-ce que j'ai gardé Josiane Foucault? Parce que j'ai eu, quand j'habitais à Orléans, un ami comme ça. Chaque fois qu'il venait frapper à ma porte à 22h, je savais qu'il s'était un peu embrouillé. Là, tu n'as que le point de vue de celui qui raconte. Oui, non, mais ça veut pas dire que c'est un ambiant, parce que c'est un pique-assiette. Oui, parce que la Josiane, elle travaille et tout, et il vit au crochet de Josiane, donc ça n'est pas. Mais bon, à chaque fois qu'elle est un peu énervée, il va faire un tour dans la rue. Voilà. Donc, il y a eu ça. Donc, du coup, c'est quelqu'un, donc voilà, vous avez compris, c'est vraiment l'histoire, elle est très simple. C'est quelqu'un qui a envie de tourner une page de sa vie, des pages sombres de sa vie, et qui n'y est pas arrivé. Un jour, il est allé voir son médecin, son généraliste, qui dit, un jour, il a dit, là, quand même, je vais lui dire, parce que ça fait quand même tellement longtemps que je trouve ça. Et donc, il lui dit, vous savez, chef, vous savez, j'ai tué 76 personnes. Et le médecin lui dit, attends, arrête, t'as pas la tête d'un tueur. Et donc, là, c'était l'ultime occasion pour lui de dire, enfin, parce que ce mec, il le connaissait depuis des années. Quand tu vois, s'il dit pas à lui déjà que Josiane, sa femme, ne croit pas, il dit, arrête de raconter des conneries. La première personne à qui il essaie de le dire, son ami, Serge de Montreuil. Ah oui, mais ça, c'était, parce que personne ne veut l'entendre. Serge de Montreuil a connu la guerre à travers les journaux parisiens. Parce que c'est un Congolais. C'est un Congolais, mais vraiment parisien de chez parisien. Donc, il a connu la guerre, et donc là, il rencontre quelqu'un qui a effectivement fait. Qui le reçoit pour la première fois. Et là, il raconte toute la nuit. Vous savez, j'ai tordu les coups, j'ai fait ceci, j'ai machin, j'ai brûlé, j'ai coupé. Je dis, le mec, il est hors de lui. Je dis, mais va-t'en chez moi. Je dis, mais sinon, j'appelle le 115, je sais pas. Je dis. Et donc, justement, voilà qu'il se retrouve dehors. Il a confronté un petit peu la réalité. Et là, il devient ce qu'on appelle. C'est comme. Moi, ça m'était arrivé une fois, ça c'est un petit peu, j'ai une digression parce que je vais ouvrir une parenthèse. Un jour, j'avais raté le train en Italie, je devais attendre jusqu'à demain 8h, et donc j'avais passé la nuit justement dans la petite salle. Heureusement en Italie, il y a encore des bons, parce qu'ici en France, tu sais, ils mettent toujours, tu peux pas te l'arranger. Et donc là, à 6h du matin, il y a mon téléphone qui sonne, et voilà, mais je venais, j'avais pas dormi de la nuit, parce que j'avais peur que... Et donc, quand il y a 5h du matin, il y a quelqu'un qui appelle Yaya, tu sais, il faut envoyer l'argent parce qu'il y a l'ordonnance et tout ce qu'on va acheter. Imagine, tu viens de passer toute une nuit, mais sans dormir, et quand il y a des gens qui osent te demander de l'argent, quoi. Vous voyez, donc c'est un petit peu, il se retrouve dans cette réalité des gens, et là, il pète un câble. Et là, justement, voilà cet homme-là qui a envie de parler, pour revenir un petit peu à l'histoire, qui a envie de parler, qui n'a pas réussi à parler. Et ce jour, la énième fois où sa femme le met dehors, c'était la veille de son anniversaire. Donc, demain, il aura 30 ans. Alors, il dit à sa femme, vous savez, donc, tu sais, j'en vais acheter 30 bougies et tout ça, tu vas faire, vous allez...
Et la femme me dit, mais t'es complètement fou, mais de quoi tu parles? Mais tu vas... Et comme sa femme est d'origine, enfin, elle vient du Cameroun, ça va. Enfin, un pays comme un peu comme ça. Et puis ça va, elle est très... Non, mais elle est très... Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle est elle est terrestre. Et là, elle est le pied sur terre. Voilà. Il n'y a pas de fantaisie, non. Voilà. L'homme, pour lui, c'est carré, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais c'est pas mal non plus. Et donc, quand il voit ce monsieur-là, il dit, non, toi, fous-moi le camp. Et donc, il se retrouve dans ce parc-là, dans ce jardin. Et c'est là que commence l'histoire. En fait, l'histoire, il s'est dit, si je ferme l'œil cette nuit, il risque de m'arriver quelque chose. Et donc, il décide de ne pas dormir. Et, coup de bol, il trouve donc une poupée russe à qui il va raconter l'histoire de sa vie. Jusqu'à demain, 8h moins 10. Parce qu'il est né un certain jour à 8h moins 10. Et lui, il dit, je ne dors pas demain jusqu'à 8h moins 10. Donc l'histoire de ce roman, c'est la nuit dans Paris, jusqu'à demain, 8h moins 10. Voilà un peu... L'histoire, vous l'avez compris, elle est intéressante, elle est très bien, mais c'est la manière de raconter l'histoire qui est très forte. Et j'aimerais vous revenir, parce que moi, quand je l'ai lu, parce que je suis aussi du Congo, j'ai lu Sony Laboutansi, j'ai lu Mabonkou, j'ai lu... Et donc, moi, j'ai vu notamment sur un extrait, là, tout de suite, j'avais mis ça sur Facebook, j'ai dit, ah, ça, c'est Sony Laboutansi, ça. J'avais lu, je l'avais marqué là, je lui avais enfoncé le couteau 4 fois en plein cœur. Fait étrange, il continuait à déjà casser, alors que son sang dégoulinait. Oui. Pour les lecteurs de Sony Laboutansi, il y a La vie ennemie là-dedans, avec le personnage de Martial. Justement, tes référents littéraires, ou la motivation, on l'a, puisque c'est ces personnages qui est dans le métro, mais tes référents littéraires. Oui, j'en ai pas. Enfin, je dis que c'est venu comme ça. Non, sur ce coup-là, non, mais même que Sony Laboutansi, je vais essayer de retracer. C'était un Bakongo, Sony. Donc, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup inspiré de l'imaginaire cosmogonique Congo. Donc, il se trouve que le mort qui revient, l'homme qui ne veut pas mourir. Donc, c'est que Martial, c'est pas lui qui l'a créé. Oui, Martial, c'est un personnage dans notre imaginaire, le monsieur qui ne veut pas mourir, qui vient vous emmerder jusqu'à la fin. Que j'ai l'air que même que vous avez fui la maison, que quand tu as changé de maison, il vient quand même t'emmerder. Donc c'est un petit peu ça. Donc du coup, quelque part, j'ai fait comme lui. Vous avez le même ADN. Voilà, j'ai fait comme lui, je suis allé puiser dans ce registre-là, ce personnage qui veut pas mourir. C'est comme le monsieur, le vieux qui l'a tué et qui revient à travers la télé. Oui. Vous savez, tu connais cette histoire-là comment on appelait le... Ta papaye. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des histoires d'Afrique centrale. Comme ça qui se mélangent, mais en même temps, on essaie d'y mettre du chien. Mais c'est vrai que là, pour le coup, le monsieur qui veut pas mourir, mais là, Sony a mis du sang, des lames, des poignards, tout ce que vous voyez. Mais de façon symbolique, c'est l'homme qui ne veut pas mourir, qui vient t'emmerder jusqu'à la fin, devenir fou. Voilà, c'est un petit peu ça. Et donc, j'ai justement récupéré notre patrimoine commun. Voilà, c'est un petit peu ça. Ouais. Il y aurait des gens... Pourquoi ne pas en avoir fait un texte de théâtre en tant qu'homme de théâtre? J'ai commencé je voulais en faire, en fait, une pièce de théâtre. D'accord, parce que tel que c'est raconté, ça donne vraiment l'impression que c'est quelque chose qu'il faut voir. Est-ce que vous avez vu, est-ce que vous avez lu Un ivrogne dans la brousse? Exactement, de Amos Tutola. C'est un petit peu... Moi, je l'ai monté, cette pièce-là, ça fait des années, quand j'habitais encore au Congo. Un ivrogne dans la brousse. Ce roman-là, n'eût été le monsieur j'oublie son nom, qu'il a traduit en France en tout cas, serait passé inaperçu parce que c'est même Mabonkou qui avait poussé ce truc-là. Non, mais à l'époque, je sais pas, c'est un surréaliste qui l'a traduit à l'époque. C'est pas Léry, c'est quelque chose. Et donc, qu'il a traduit pour la première fois en France à cette époque-là. Et donc, n'eût été lui, en fait, on serait passé à côté de quelque chose, d'une histoire, mais fabuleuse. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est bourré un soir, et qu'en rentrant chez lui, il rentre dans la forêt. Sans le savoir, il rentre dans la brousse. Dans la brousse avec des lutins, des trucs. Enfin, c'est un peu juste que... Vous dites du théâtre, mais pour moi, le roman
en tout cas, je le vois en tant que, peut-être, je ne dirais pas en tant qu'Africain, ni même Congolais, mais en tant que peut-être citoyen Congo, comme on dit Congo avec K, parce que tout se dit, tout se crache, tout passe par la parole, et c'est peut-être la parole qui fait, comme on dit, tout ça, c'est d'abord penser, réfléchir, dit. Enfin, je ne peux pas écrire sans... Moi, j'écris toujours en me parlant, moi. C'est-à-dire, quand j'écris, mais je me parle, je m'écoute, en fait. Donc, c'est pour ça, ça paraît comme quelque chose de théâtral. Mais en gros, je pense que c'est avant tout une parole, simplement. Une parole qui peut être romancée, qui peut prendre la forme, n'importe quelle forme, de nouvelles, de romans, de tout ce que vous voulez. Mais avant tout, elle est parole. Et c'est peut-être pour moi la démarche, en tant qu'écrivain, maintenant, puisque je suis devenu écrivain, paraît-il. Donc, ma démarche, en tout cas, elle est comme ça. C'est-à-dire que mes romans ou même mes histoires à venir, elles seront avant tout dites, parlées. En tout cas, c'est flagrant. Oui, Agnès, peut-être. Non, juste deux petites remarques, en fait. Dites-moi. La première, c'est sur la forme. Parce que moi, j'ai vraiment adoré. Guy Alexandre, c'est un virtuose Des mots et oui. que ce soit dans Des images, l'orthographe, Ah, merci. il les manipule, il les crée, il leur donne une autre signification. On voyage beaucoup, on voyage avec les mots, voilà. C'est un univers qui est vraiment saisissant. Moi, j'ai passé un super moment, je t'en remercie. Merci, oui. Et bon, ça, c'est sur la forme. Maintenant, sur le fond, Oui. j'étais un peu étonnée quand tu racontais l'histoire du livre tout à l'heure, parce que quelqu'un a écrit, je ne sais plus qui avait écrit ça, qu'un livre a deux auteurs. Il y a celui qui l'écrit et puis celui qui le lit. Voilà, c'est ça. Et puis, voilà, exactement. Voilà. Et puis, moi, dans ce livre, moi, j'ai vu une histoire d'amour. J'ai vu une histoire d'amour qui se terminait mal, une histoire d'amour tragique, entre Barthosa et Josiane. Voilà. Ouais. Parce que jusqu'au bout de cette histoire, moi, je me demandais, mais quand est-ce qu'ils vont se retrouver? Oui. Et moi, jusqu'à la fin... Ah ouais, moi j'ai lâché Josiane. Moi, je me demandais ça, Ouais. et puis, à la fin, je dis, mais ça se termine comme ça? D'accord. Quelque part, la guerre, moi, je l'ai un peu occultée. Ah L'histoire des révolutions, etc., je les ai un peu occultées. Moi, j'ai juste vu Comme un quoi, homme qui essaye de renaître par l'amour. Il essaye C'est ça. de créer un foyer, il C'est essaie ça. de se recréer une vie. C'est ça, oui. Il essaie de le faire par l'amour. Mais ça, Il y a celui qui écrit, il y a celui qui lit. Voilà. Mais non, Et mais puis j'ai la pas vu. femme, Non, mais c'est vrai. la Non, mais femme c'est vrai. qui les Ouais. rencontre, moi, je pense qu'elle veut l'aimer. Cette femme-là veut l'aimer. Oui. Mais juste que cet homme, il a tellement de fantômes, il est tellement habité. Il y a plusieurs personnes en lui qu'elle ne peut pas les aimer tous. Non. Finalement, il n'y a personne. Non. Et moi, je me dis, peut-être, il va se transformer, il va devenir quelqu'un de... Enfin, la France, voilà. Ce pays veut renaître, va faire de lui Et une puis nouvelle c'est personne. un peu un Dexter quand même. Hein. Voilà. Mais non, il ne devient pas un Non, comme non, il non, faut, non. il devient un serial killer. Pardon. Enfin, non, faut pas dire. Faut pas dire. Et puis voilà, vraiment, merci, moi j'ai adoré. Non, mais c'est un petit peu, c'est vrai, merci en tout cas d'avoir perçu, c'est bien ce que j'avais dit au départ, c'est juste un compromis entre l'auteur et le lecteur en fait. Il faut arriver à raconter la même histoire, c'est pas évident. Donc évidemment, si vous y voyez de l'amour, justement, c'est derrière, il y a toujours le désir et l'amour. Je veux dire que l'amour et le désir, enfin, c'est ça. Lui, il a envie d'être aimé, de vivre avec cette femme-là. Sauf que c'est pas le moment, enfin, je veux dire qu'il n'avait pas compris que c'était pas le moment pour elle, en tout cas pour la femme, d'appréhender son monde, toute la noirceur, l'abîme, en tout cas les tréfonds dans lesquels il habite, lui. Et donc, c'était peut-être pas le moment. Et donc, du coup, le refus de la femme, non, c'est même pas un refus. C'est comme, comme on dit, c'est en fait un refus déguisé. C'est comme on dit nos mamans, ah, mais va dormir, on ne veut pas te recevoir aujourd'hui. Non, non. C'est juste qu'il faut que tu trouves la solution d'abord, toi. Et puis surtout, elle a autre chose à gérer. Mais c'est ça le truc. Qui est pragmatique parce qu'elle a un petit garçon qu'elle doit gérer. Oui, voilà. Elle a un boulot et il faut qu'elle fasse sa vie. Donc, et elle va pas commencer. C'était à lui de faire le travail, c'est travail sur soi, parce que ce n'est pas possible de vous laisser. C'est-à-dire que moi, je viens devant vous. Si moi déjà je me comprends pas, comment vous allez me comprendre? C'est pas possible. Donc lui, il fallait qu'il fasse le problème. Et donc ça s'est passé cette nuit-là. Sauf que ce que l'histoire nous dit à la fin, c'est que le monsieur, dans l'histoire, il a 30 ans. Mais le monsieur, il est un sexagénaire, ça fait 30 Exactement. ans. Ça fait donc Ça fait chaque 30 ans année qu'il refait la même histoire. chose, qui dit la même chose. Par contre, ça, c'est dommage que tu l'aies dit parce que ça, je l'avais pas compris. J'ai mis un temps fou. C'est tellement tourbillonnant que à un moment, c'est sûr, je me dis, mais
Mais en fait, il a quel âge ce type? Et en fait, c'est sur la fin qu'on se rend compte que dans tout ce... Il est en train de revivre la veille de son anniversaire et ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans qu'il n'a pas changé de page et qu'il est bloqué sur... Mais c'est un instant. Pour moi, vous avez dit un point clé de... Exactement. C'est pour ça que tu n'aurais pas dû le dire parce que moi, je suis désolé. J'ai décodé. Bon, j'ai rien dit. J'ai eu du mal à le décoder. Mais c'est extraordinaire parce qu'on se rend compte vraiment sur la fin que c'est quelqu'un qui tourne en rond. Mais tant qu'il n'a pas dit, tant qu'il n'a pas ressorti ses démons... Tu connais la chanson de Kofi Olomide? Togozo au rond-point. Exactement. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est... De toute façon, le livre est tellement dense que de toute façon, c'est pas en racontant pendant une demi-heure que il y a plus de achetez le livre s'il vous plaît. Parce que en fait, même si on comprend pas, je suis très terre à terre moi, donc je dois dire que j'ai eu par moments, j'étais un peu perdue. C'est aussi pour ça que les livres Sony Laboutancy, j'ai du mal parce que je suis très terre à terre, mais à la limite, même si on ne comprend pas tout, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave, on comprend quand même les sons. J'ai quand même compris en partie quand même. Hein, je dis pas, j'ai rien compris, c'est pas ça. Mais même si on n'a pas toutes les subtilités, l'intérêt, la lecture, à toutes les pages, il y a une phrase, il y a des mots, il y a un paragraphe qui est qu'on relit en disant waouh quoi. Enfin, je veux dire, c'est l'écriture. Se suffit, même si on n'a pas compris tout le fond, rien que le plaisir de lire. La forme se suffit à elle-même. Merci. Oui, derrière on a une lectrice aussi. Et je me demande comment on parvient à décrire aussi bien la folie, parce que j'étais quand même assez déroutée dans ma lecture de ce récit. On me l'a posé beaucoup de fois cette question-là. Vous savez, j'ai toujours parlé de... Ah oui, c'est quelqu'un qui parlait d'une... Non, moi je parlerais plutôt d'une transe. Oui. Parce qu'on n'écrit pas... Ah oui, Marine Diaye parlait de démon. Elle parle de démon, ce démon-là qui vient se poser sur son épaule quand elle écrit et qui regarde un petit peu, qui veille sur ce qu'elle dit, ce qu'elle écrit. Je dirais aussi que peut-être que je n'aurais pas été capable d'écrire ce roman-là, ou cette histoire en tout cas, si je n'avais pas été habité d'abord par le personnage lui-même. Je pense que j'ai convoqué, mine de rien, quelqu'un, un être, quelque chose, une énergie, même ne fût-ce qu'en l'imaginant, quelque chose comme ça, on ne se rend pas compte, parce que pour moi, je pense, c'est comme l'acte d'interpréter un personnage. Pour moi, c'est pas un acte naturel, parce que tu rentres dans la peau de quelqu'un. Et je pense que moi, j'ai plus que de l'écriture, j'ai interprété le personnage. Je l'ai interprété. Donc je pense qu'il m'a habité. C'est pour ça que je ne pourrais pas avoir une réponse logique, qui pourrait peut-être carrée. Parce que c'est une transe, parce que je ne le referai pas 2 fois. Je suis désolé, le prochain roman, peut-être que ce ne serait pas ça. Mais ça, c'est l'acte de l'écriture, elle est unique, parce oui, au niveau de la narration, on peut en dire des choses. Mais l'histoire elle-même, cette histoire-là, telle qu'elle a été inventée, enfin, telle qu'elle se déroule, je pense que c'est une démarche unique. Je crois. Et donc, cette folie-là, je pense au-delà aussi, mais pour vous, peut-être pour répondre un petit peu... mais il suffit pour que les gens fous. Alors, je dirais l'exemple de... Est-ce que Bolia, qu'est-ce qui a connu Bolia? Si, Bolia... Le journaliste qui est mort il y a... comment s'appelle son prénom? C'est qui a écrit le Polyandre. Voilà, qui a eu un prix littéraire d'Afrique. Et vous savez comment il est mort? Non. Il est mort dans la rue, en crise cardiaque. Et c'est quelqu'un qui avait beaucoup de talent. Je me permets, enfin, ce que je lui rends hommage, parce que chaque fois je pense à lui. Et des gens comme lui, il y en a beaucoup à Paris. C'est-à-dire qu'il avait beaucoup de talent, vraiment beaucoup de talent, qu'il écrivait super bien, et tout le monde on lui faisait des commandes, enfin, pour écrire des articles. Sauf que le soir, quand il rentrait pas chez lui. Il vient sur ton canapé demain, sur le demain, c'est sur le canapé de l'autre, et c'est comme ça qu'il dormait. Mais quand tu le vois dans la rue, et quand il te parle, quand il t'écrit, je dis waouh. Mais sauf que le soir, il rentre pas dans son lit. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, donc la folie, elle était fou, mais fou
au sens noble du terme. Il y avait des choses qui lui manquaient, le lit. Mais ce lit-là, il est nitide dans son écrit. Donc cette énergie-là, eh bien, il le mettait quelque part, forcément. Il la mettait quelque part, forcément. Donc je pense que c'est toujours des manques qui suscitent, ou bien qui peuvent créer, ou bien qui peuvent favoriser peut-être des choses extraordinaires. Vous voyez, je ne sais pas, mais pour moi, je ne sais pas, peut-être mes manques, il faut bien que j'aille sur un canapé et dire à quelqu'un. Mais je pense que c'est comme ça que je peux le dire. En tout cas, la folie, ouais, je ne l'aurais pas écrit si ce personnage ne m'avait pas habité. Juste pour rebondir sur ce que tu as dit, on a reçu une fois Alain Mabanco, donc un compatriote, qui nous disait qu'on ne peut pas écrire si on n'a pas perdu l'équilibre. Voilà, c'est ça. Il faut avoir perdu l'équilibre pour être capable d'écrire. Okay. Donc, merci à toi d'être venu me voir. Merci à vous, surtout. Merci à la bibliothèque. Merci à la bibliothèque, c'est un endroit hyper agréable, j'adore cet endroit. Revenez quand vous voulez. Voilà, revenez quand vous voulez.